Si vous êtes là, c'est que vous voulez lire La vie selon Ove de Frédéric Backman et je serai votre hôte pour cette lecture. Et cette vidéo est le début du roman, donc de la page 9 qui commence le chapitre 1 à la page 58 qui conclut le 5e, donc 1 à 5. Chapitre 1. Ove achète un ordinateur qui n'en est pas un. Ove a 59 ans. Il roule en Saab. Sûrement une marque de char. Quand quelqu'un lui déplaît, il a la manie de brandir l'index à la façon de l'agent de police qui pointe sa torche sur un cambrioleur. Debout, face à la caisse d'une boutique où les conducteurs de voitures japonaises viennent acheter des câbles blancs, il observe longuement le vendeur avant d'agiter une boîte en carton. « Dites-moi, c'est bien un iPad, ça? » s'enquiert-il. Mal à l'aise, le jeune homme, avec un indice de masse corporelle à un chiffre, combat de toute évidence l'envie d'arracher le carton des mains d'Ove. C'est bien ça, un iPad. Mais si vous pouviez éviter de le secouer comme ça... Ove examine la boîte avec autant de méfiance que si elle roulait en scooter, portait un survêt et venait de l'appeler « mon pote » en essayant de lui refourguer une montre. Je vois. Et donc, c'est un ordinateur? L'employé acquiesce avant de se corriger. Hésitant. Oui, enfin, c'est-à-dire, c'est un iPad. Certains l'appellent tablette, d'autres préfèrent ardoise électronique. Tout dépend du point de vue. Ove le dévisage avec la même expression que si le vendeur s'exprimait en chinois. Je vois. Le maigre hoche la tête, indécis. Voilà. Ove agite de nouveau le carton. Il est bon celui-là? Le jeune homme se gratte la tête. Oui? Enfin, comment ça? Ove soupire, puis répète en articulant comme si son interlocuteur était dur d'oreille. Il est bon? C'est un bon ordinateur? L'employé se frotte le menton. Eh ben oui, il est très bon, mais ça dépend du genre d'ordinateur que vous cherchez. Ove le fusille du regard. J'en veux un normal. Les deux hommes s'observent en silence, puis le vendeur s'éclaircit la voix. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait un ordinateur normal. Vous pensez sûrement à... Il cherche un terme que ce genre de client connaîtrait. Il suggère un PC portable. Ove se couvre frénétiquement la tête et se penche au-dessus de la caisse menaçant. Non, ce n'est pas ça que je pense. Nom de Dieu, je veux un ordinateur. Le jeune homme acquiesce, l'air bienveillant. Un PC portable est un ordinateur. Offensé, Ove tambourine sur le comptoir avec son index torche pour accentuer ses propos. Je le sais bien. Le vendeur hoche la tête. D'accord. Ils se taisent, comme deux gangsters qui viennent de s'apercevoir qu'ils ont oublié leurs armes à la maison. Ove étudie le carton, l'air d'espérer des aveux de sa part. Comment on sort le clavier? Finit-il par murmurer. L'employé passe nerveusement les paumes de ses rebords sur le rebord de la caisse et se balance d'un pied sur l'autre. Attitude typique de celui qui se rend compte que sa tâche va exiger beaucoup de patience. Eh bien, celui-ci n'a justement pas de clavier. Hausse les sourcils. Ah oui? Je pense que je vais devoir l'acheter séparément, c'est ça? Et à un prix scandaleux? Le maigre se cramponne au comptoir. Non, mais enfin, cet ordinateur n'a pas de clavier. On travaille directement sur l'écran. Ove secoue la tête, comme s'il n'avait surpris son interlocuteur en train de lécher la vitrine réfrigérée d'un marchand de glace. Mais vous ne comprenez pas? J'ai besoin d'un clavier. Le vendeur pousse un profond soupir. Le temps de compter jusqu'à 10. D'accord, je comprends. Mais je ne crois pas que cet ordinateur vous conviendra. Je pense que vous devriez acheter un MacBook. Ove est sceptique. Un MacBook? L'employé a un regain d'énergie, comme s'il avait franchi une étape dans les négociations. Oui! Ove fronce ses sourcils pensifs. C'est une de ces maudites liseuses dont tout le monde parle. Le vendeur pousse un soupir digne d'une tragédienne. Non, un MacBook c'est un portable avec un clavier. Ah oui, je vois, s'écrie tout de suite Ove. Le jeune homme hoche la tête, passe les mains sur la caisse. Voilà. Ove regarde autour de lui, remue de nouveau le carton. Il est bon? Le maigre baisse les yeux, repoussant l'envie de s'arracher les cheveux. Soudain, il relève la tête avec un large sourire.
Écoutez, je vais aller voir si mon collègue a fini de s'occuper de son client et je vais lui demander de venir vous faire une démonstration. Ove regarde sa montre, désapprobateur. Vous savez, certains d'entre nous ont mieux à faire que passer leur journée ici. L'employé fait oui de la tête et disparaît quelques instants derrière la caisse. Il revient accompagné d'un collègue, arborant l'air réjoui de celui qui débute dans le métier. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Ove martèle le comptoir de l'index. Je veux un ordinateur! Le nouveau s'assombrit subitement. Il se tourne vers le premier vendeur avec une expression signifiant que ce dernier ne perd rien pour attendre. Bien sûr, un ordinateur, c'est ça? Dans ce cas, allons faire un tour au rayon des ordinateurs personnels pour commencer, propose-t-il avec un peu d'enthousiasme. Avec peu d'enthousiasme. Ove le fusil du regard. Pas besoin de dire ordinateur personnel, je sais ce que c'est un PC portable, bon sang. Le collègue hoche obligeamment la tête. Le mec lui souffle. J'en peux plus. Je prends ma pause. Une pause, hein? Les gens n'ont que ce mot à la bouche de nos jours, grommelle Ove en reniflant de dédain. Quoi? Fait le collègue. Une P-A-U-S-E, articule Ove. Donc, avec ce premier chapitre, on découvre que Ove est le désagréable qu'on connaît du film. Donc, on n'est pas trop perdu. Sinon, vous découvrez un personnage, un sacré personnage. Chapitre 2. 3 semaines plus tôt, Ove fait la tournée d'inspection du quartier. Ove et le chat se sont rencontrés un matin à 6h moins 5. Le chat a détesté Ove sur le chat. Le sentiment était plus que réciproque. Ove s'est levé 10 minutes plus tôt, à son heure habituelle. Il n'a aucune indulgence pour les gens qui traînent au lit et prétexte que le réveil n'a pas sonné. Ove n'a jamais utilisé de réveil matin de sa vie. Il a toujours ouvert l'œil à 6h moins le quart. Moins quart, on va enlever le là. Moins quart pour se lever immédiatement. Il a mis en marche la cafetière en mesurant la quantité de café exacte que sa femme et lui ont bu ensemble chaque matin pendant presque 40 ans dans ce lotissement. Une dose par tasse et une pour la cafetière, ni plus ni moins. Plus personne ne sait faire de café correctement, pas plus qu'écrire à la main. À présent, on ne jure que par les ordinateurs et les machines expresso. Où va donc le monde quand les machines ne savent plus écrire, quand les gens ne savent plus écrire ni préparer le café? Où? Tandis que sa tasse de café véritable se remplissait, il a enfilé une veste et un pantalon bleu, et chaussé des sabots. Les mains dans les poches, à la manière d'un homme d'âge mûr qui n'attend que des déceptions d'un monde extérieur pas à la hauteur, il a entamé sa tournée d'inspection du quartier, comme chaque matin. Le lotissement, encore silencieux, était plongé dans le noir. Cela n'a pas surpris Ove. Il sait bien que personne ici ne se lève plus tôt que nécessaire. Le quartier ne compte que des auto-entrepreneurs et autres individus peu recommandables. Le félin était nonchalamment assis au milieu de la rue. Il n'avait qu'une moitié de queue, une seule oreille et par endroits de larges plaques de peau nue, comme si on avait arraché des poignées de fourrure. Il correspondait à peine à la définition du mot, a pensé Ove. Il s'est avancé d'un pas lourd vers l'animal. Ce dernier s'est levé. Ove s'est arrêté. Ils se sont affrontés quelques instants du regard avec l'allure de deux ivrognes dans les secondes qui précèdent leur bagarre tard le soir dans un bar miteux. Ove avait bien envie de lui lancer un sabot. Le chat semblait furieux de ne pas avoir de sabot à lui renvoyer. « Oust !» a tonné soudainement Ove, faisant tressaillir son adversaire. Celui-ci a reculé d'un pas, jaugé l'homme de 59 ans et ses sabots, puis s'éloigner au petit trot. Ove aurait presque juré qu'il avait levé les yeux au ciel. « Sale bête !» a pensé Ove en jetant un coup d'œil à sa montre. 6h moins 2. Il devait se dépêcher s'il ne voulait pas donner au chat le plaisir d'avoir retardé sa ronde. Ça aurait été du propre. Comme tous les matins, il a longé la rue jusqu'au garage. Arrivé près du panneau qui interdisait le lotissement aux voitures, il a asséné quelques coups de pied énergiques au poteau. Pas pour le redresser, non, pour s'assurer de sa stabilité. Ove procède toujours à ses contrôles à coups de pied. Il a fait quelques allées et retours le long des garages pour s'assurer qu'aucun n'avait été forcé ou vandalisé pendant la nuit. Ça n'est jamais arrivé, mais Ove n'a jamais manqué une tournée d'inspection. 3 fois, il a secoué la poignée de son propre garage où dormait sa Sahab, comme chaque matin. Il a ensuite fait le tour des places de stationnement limitées à 24 heures.
Il a noté méthodiquement les numéros d'immatriculation des voitures dans un calepin qu'il garde dans sa poche et les a comparés avec ceux qu'il avait relevés la veille. Si jamais l'un d'eux apparaît 2 fois de suite de retour chez lui, on appelle les services de l'agence des transports pour découvrir à qui appartient le véhicule. Il téléphone ensuite à l'intéressé et se charge de lui faire comprendre qu'il est un saligo doublé d'un empotin capable de lire les panneaux suédois. Bien entendu, Ove se moque de savoir qu'il gagne sa voiture là, c'est juste une question de principe. Si le panneau dit 24 heures, on doit s'y tenir. Que se passerait-il si tout le monde stationnait la journée entière? Ove subodore que ce serait l'anarchie. Les gens se gareraient n'importe où. Aucun véhicule n'était en infraction ce jour-là et après avoir pris ses notes, Ove est passé à l'inspection du local à poubelle. Il s'était immédiatement opposé haut et fort à cette bêtise de collecte sélective fastidieuse que de nouveaux voisins avaient fait voter par la copropriété. Néanmoins, maintenant que le tri était obligatoire, quelques-uns devaient s'assurer du respect des règles. Personne n'a confié cette mission à Ove, mais il est convaincu que, sans son initiative, le chaos l'emporterait. Les gens jetteraient leurs ordures n'importe où. Il a administré quelques coups de pied aux poubelles, juré, et repêché un bocal dans le conteneur à verre en bougonnant « incapable ». Et il a dévissé le couvercle, remis le bocal à sa place et jeté le couvercle dans le conteneur à métal. Lorsqu'il présidait la copropriété, Ove avait longuement plaidé pour l'installation de caméras de surveillance dans le local afin d'empêcher qu'on jette des détritus non autorisés. À son grand regret, ses voisins avaient rejeté la proposition parce qu'ils trouvaient l'idée d'avoir des caméras désagréables et l'archivage des vidéos un casse-tête. Pourtant, Ove avait répété avec véhémence que ceux qui avaient les mains propres n'avaient rien à craindre de la vérité. 2 ans plus tard, quand Ove avait été démis de ses fonctions de président, un coup d'État selon ses termes, la question était revenue sur le tapis. Le nouveau conseil syndical de la copropriété avait envoyé à tous les habitants une lettre enthousiaste à propos d'une caméra ultramoderne actionnée par un détecteur de mouvement et qui enregistrait les vidéos directement sur Internet. Elle permettrait de surveiller les locaux à poubelle, mais aussi les garages et de lutter contre le vandalisme et les cambriolages. Les vidéos seraient automatiquement effacées au bout de 24 heures pour éviter toute atteinte à la vie privée. La décision d'installer ces caméras devait faire l'unanimité. Une seule personne vota non. Ove ne fait pas confiance à Internet. Il écrit le nom avec une majuscule et persiste de le prononcer « interné », ignorant sa femme, qui n'arrête pas de le reprendre. Le conseil syndical avait vite compris qu'Ove vivant, jamais Internet ne l'épirait en train de jeter ses poubelles. On avait renoncé aux caméras. C'était aussi bien, pensait Ove. De toute manière, il préférait ses tournées quotidiennes. On savait qui faisait quoi et on gardait le contrôle de la situation. N'importe qui pouvait comprendre ça. Une fois son expression finie, Ove a verrouillé la porte avant d'éprouver la poignée d'une secousse, répétée 2 fois, comme chaque matin. Un vélo était appuyé contre le mur de la remise, à l'intérieur de laquelle il aurait dû être rangé, sous un grand panneau annonçant « Stationnement interdit au vélo ». Un voisin avait collé à côté une note manuscrite. « Ce n'est pas un parking à vélo ici. Apprends à lire les panneaux. » Ove a grommelé, idiot, ouvert la remise, poussé avec précaution le vélo près des autres et s'assurer par 3 fois de la résistance du verrou. Elle a ensuite arraché la note véhémente. Il avait bien envie de déposer une motion pour la pose d'un panneau. Défense d'afficher. Aujourd'hui, défense d'afficher. Il affiche un truc, mais c'est défense d'afficher. Aujourd'hui, les gens croient qu'ils peuvent coller des papiers n'importe où. Nom de Dieu, ce mur n'est pas un tableau d'affichage. Ove a refait le chemin à sens inverse devant sa maison. Il s'est penché sur l'allée de dalles et a inspiré un bon coup. Ça sentait la pisse. Avec cette certitude, il est rentré chez lui et a bu son café. Cela fait, il a résilié en 2 coups de fil son abonnement téléphonique et celui de son quotidien du matin. Puis il a réparé le robinet mélangeur dans la petite salle de bain, huilé le plan de travail de la cuisine et resserré les vis de la poignée de la porte vitrée, mis de l'ordre dans les caisses du haut-grenier, tiré ses outils,
dans la remise et monter les pneus neige sur sa Sahab. La journée touchait à sa fin. Sa vie n'était pas censée prendre cette tournure. Voilà ce qu'Ove pense. Un mardi de novembre, 13h, Ove a éteint toutes les lampes, les radiateurs et la cafetière. Il a huilé le plan de travail dans la cuisine, ignorant les ânes de chez Ikea qui lui ont affirmé que c'était inutile. Évidemment, Ikea. Je suis pas surpris qu'il y ait une mention d'Ikea dans un livre suédois. C'est la seule chose que je connais de la Suède. Chez lui, nécessaire ou pas, on graisse les surfaces en bois 2 fois par an. Quoi qu'en dise la fille en polo jaune, maquillée à la truelle, dans le magasin en libre-service. Ove regarde par la fenêtre du salon de son pavillon à un étage et petit grenier. Le frimeur d'une quarantaine d'années et à la barbe de 3 jours de la maison d'en face, dénommé Anders, fait son jogging. Si vous avez vu le film, ça vous aime les lumières, ça. Il ne vit pas ici depuis très longtemps, 4 ou 5 ans ou plus, mais il a déjà réussi à entrer au conseil syndical. Le serpent. Il s'imagine que la rue lui appartient. Ça ne fait aucun doute qu'il a emménagé ici après un divorce en payant un prix exorbitant pour la maison. Grand classique, ce genre de type débarque et fait augmenter la valeur foncière au détriment des honnêtes gens, comme si c'était un quartier friqué. Ove a aussi remarqué qu'il conduisait une Audi. Le reste a été facile à deviner. Seuls les auto-entrepreneurs et autres idiots du même acabit roulent en Audi. Aucune jugeote. Voilà. Clash gratuit au conducteur d'Audi. Ove enfonce les mains dans les poches de son pantalon bleu et administre quelques coups de pied vigoureux aux plaintes. P-L-I-N-T-H-E-S. Vous savez c'est quoi? Il doit admettre que le pavillon est un peu grand pour lui et sa femme, mais ils ont fini de le payer. Ils ont remboursé leur emprunt jusqu'à la dernière couronne. Couronne, c'est l'argent en Suède, les couronnes suédoises. Le frimeur d'en face ne peut certainement pas en dire autant. Aujourd'hui, les gens vivent à crédit. On sait bien comment ça se passe. On va respecter ses échéances, s'est acquitté de ses tâches, est allé au travail sans jamais manquer un seul jour pour maladie. Il a apporté sa pierre à l'édifice et accepté quelques responsabilités. Ce que plus personne ne veut. Aujourd'hui, on ne jure que par les ordinateurs, les consultants et les magouilleurs qui fréquentent les boîtes porno et font des contrats de location bidon. Les gens rêvent de paradis fiscaux et de portefeuilles d'actions. Plus personne ne veut travailler. Le pays est rempli d'incapables qui aimeraient faire une pause toute la journée. Ça vous ferait du bien de prendre un peu de repos, avaient dit ses chefs la veille. Le manque de travail les forçait à raboter l'ancienne génération. 30 ans de fidélité à la même compagnie, et voilà ce qu'il était. Une fichue génération. Aujourd'hui, ils ont tous 31 ans, portent des pantalons moulants et ne boivent plus un de vrai café, et fuient les responsabilités. Une foule d'hommes à la barbe de 3 jours soigneusement taillés, qui changent de boulot, de femme et de marque de voiture au gré de leur envie. Ove observe avec exaspération le frimeur qui continue son jogging. Non pas qu'il se sent provoqué, loin s'en faut. Il se fiche royalement que les gens fassent l'exercice. Il ne comprend simplement pas pourquoi on en fait toute une histoire, ni pourquoi ils affichent le sourire suffisant de celui qui relève d'un emphysème pulmonaire. Tout ce que font les joggeurs, c'est marcher vite ou courir lentement. Cet homme de 40 ans crie ainsi à la face du monde qu'il n'est pas fichu d'accomplir quoi que ce soit d'utile. Et puis, a-t-il vraiment besoin de se déguiser en gymnaste roumaine d'à peine 12 ans? Doit-on ressembler à un athlète olympique pour faire le train de savate pendant 3 quarts d'heure? Et sa copine, avec ses 10 ans de moins au compteur, Ove l'appelle la bécasse blonde. Quand il la voit tanguer sur des talons de la taille d'une clé à douille, maquillée comme une voiture volée avec des lunettes de soleil aussi larges qu'un casque, elle lui fait penser à un panda ivre. Il est bon pour la comparaison, lui. Hein? On a au moins eu 5-6, puis on est juste à la page 20. Elle a un chien ridiculement petit qui court partout, aboie sans interruption et pisse sur l'allée devant la maison d'Ove. Elle s'imagine qu'Ove ne remarque rien. Donc si c'est comme dans le film, c'est un chihuahua. Très logique. Sa vie n'était pas censée prendre cette tournure. Vraiment pas. Ça vous ferait du bien de prendre un peu de repos, lui avait-il dit la veille. Ove reste debout devant le plan de travail huilé. C'était pas normal de n'avoir rien à faire un mardi. Par la fenêtre, il contemple le pavillon d'en face, identique au sien, où vient d'emménager une famille avec de jeunes enfants. Des étrangers, paraît-il. On ne sait pas ce qu'ils ont comme voiture.
Pourvu que ce ne soit pas une Audi, ou pire, une marque japonaise. Décidément, véhémence envers le Japon. Ove hoche la tête en parfait accord avec lui-même. Il observe le plafond de la salle de séjour. Il va y fixer un crochet aujourd'hui, et pas n'importe lequel. La camelote habituelle est bonne pour les consultants en informatique avec un trouble dyslexique et un gilet de laine qui donne une allure androgyne. Mais Ove ne cédera pas à la facilité. Il visera si solidement le crochet adéquat que celui-ci tombera en dernier si la maison s'écroule. Un jour prochain, un frimeur d'agent immobilier avec un nœud cravate gros comme le crâne d'un bébé viendra lui parler. Potentiel de rénovation et rentabilisation de l'espace. Le fumier pourra dire ce qu'il veut d'Ove, mais il ne trouvera pas le moindre défaut au crochet. Et il sera bien obligé de lui concéder ça. La petite caisse à tout faire d'Ove est maintenant posée sur la table de séjour. Voilà comment se répartissent les objets de la maison. Ceux qui a choisi la femme d'Ove sont jolis et sympas. Ceux qu'a acheté Ove sont pratiques et fonctionnels. Il les range soit dans la petite caisse à tout faire, soit dans la grande. La petite contient vis, clous, clés à douille et autres petits ce-genre. Aujourd'hui, les gens n'ont que du fautra inutile. 20 paires de chaussures, mais pas de chausse-pieds. Ils s'encombrent de fours à micro-ondes et de télé à écran plat, mais personne n'arriverait à poser une cheville dans un mur, même sous la menace d'un cutter. Dans sa caisse, Ove a un casier rempli de chevilles, béton, qu'il contemple aussi attentivement que si c'était des pièces d'échecs. Quand il cherche une cheville, il n'aime pas prendre de décisions hâtives. Il préfère choisir calmement. Chaque cheville représente une procédure, chacune a son utilisation. Les gens ont perdu tout respect pour le rôle des objets. Il suffit que tout soit propre et informatisé. Ove, lui, fait les choses comme il faut. Le repos vous fera du bien, ont-ils dit au travail. Ils ont attendu le lundi parce qu'ils ne voulaient pas lui gâcher le week-end, en venant lui parler le vendredi. Ça vous ferait du bien, non, de prendre un peu de repos, ont-ils répété. Mais juste là, tu l'as dit 3 fois. Savent-ils seulement ce que ça fait de se réveiller un mardi et de ne plus avoir de rôle à jouer avec leur Internet et leur expresso? Est-ce qu'ils savent seulement prendre des responsabilités? Ove examine le plafond en plissant les yeux. Il devra faire attention à bien centrer le crochet. Debout dans la salle de séjour, perdu dans ses pensées, il est soudain interrompu, sans la moindre considération, par un grand fracas, un peu comme si un empoté avec une voiture japonaise avait raté sa marche arrière et raclé tout le mur de la maison d'Ove avec sa remorque. Chapitre 2 fini. Chapitre 3 commencé. Ove fait marche arrière avec une remorque. Ove écarte les rideaux verts à fleurs que sa femme parle de changer depuis quelques années. Il voit une étrangère d'environ 30 ans, de petite taille aux cheveux noirs, faire de grands gestes furieux à l'intention d'un grand lourdeau blond du même âge, coincé au volant d'un coupé japonais, beaucoup trop exigu pour sa taille. La remorque de sa voiture a raclé le mur de la maison d'Ove sur toute sa largeur. Le maladroit essaie d'expliquer par des gestes subtils que l'exercice n'est pas aussi facile qu'il n'en a l'air. La femme lui répond par des signes bien moins subtils que la manœuvre serait plus aisée s'il n'était pas un imbécile. Bon sang, c'est pas vrai, rugit Ove quand une roue de la remorque s'enfonce dans sa plate-bande. Il lâche sa caisse à tout faire, serre les poings et quelques secondes plus tard, la porte d'entrée semble sortir elle-même de ses gonds, comme si elle redoutait que son propriétaire passe à travers. « Qu'est-ce que vous fichez ?» hurle Ove à la femme aux cheveux noirs. « Je me pose la même question, » rétorque-t-elle sur le même ton. Décontenancée, Ove la foudroie du regard. Elle riposte par une mine furieuse. « Le lotissement est interdit aux voitures. Vous ne savez pas lire les panneaux non plus ?» L'étrangère de petite taille fait un pas vers lui et Ove remarque qu'elle est enceinte, ou que son obésité est très localisée. « C'était pas moi qui conduis. » Ove la dévisage quelques secondes, puis se tourne vers un grand dadais qui s'est extirpé de la voiture japonaise, les mains levées en signe d'excuse. Il porte un gilet de laine et a la posture d'une personne carencée en calcium. « Et vous êtes qui, vous ?» l'interroge Ove. « Celui qui conduit, » répond l'homme avec un air réjoui. Il doit mesurer presque 2 mètres. Ove éprouve une méfiance instinctive face aux gens de plus d'1,80 m.
merde d'une méfiance envers moi, je fais 1m81. Selon son expérience, le sang ne monte pas jusqu'à leur cerveau. Ah ben merci. Ah bon, ah oui? Eh bien, on ne dirait pas, lance la femme enceinte en assénant des claques sur le bras de son compagnon, qui fait 2 têtes de plus qu'elle. Et c'est qui, elle? Demande Ove en l'examinant. C'est ma femme, la renseigne aimablement le maladroit. Pour l'instant, rétorque-t-elle d'un ton mordant. Non, pour l'instant, rétorque-t-elle d'un ton mordant. Son ventre monte et descend au rythme de ses paroles. Le blond reprend. Ce n'est pas si facile que ça en a. J'ai dit à droite et tu as continué à gauche, le coupe-t-elle. Mais tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes jamais. Elle se lance dans une longue harangue qu'Ove suppose être une ribambelle de jurons arabes. Ben là, j'ai pas d'exemple. Le lourdeau se contente de hocher la tête avec une expression incroyablement paisible. Exactement le genre de sourire qui donne envie de distribuer des paires de claques aux moines bouddhistes, songe Ove. Au fait, je suis désolé, il y a un petit accident, mais nous allons arranger ça, promet gaiement le blond quand sa femme finit par se taire. Il sort une boîte de sa poche et se coince sous la lèvre une boule de tabac à chiquer de la taille d'un ballon de handball. Ove s'entend presque à recevoir une vigoureuse tape dans le dos. Les visages de lourdeau comme s'il venait de se soulager sur le capot de la Sahab. « Arrangez ça! Vous avez roulé sur ma plate-bande! » Le grand blond jette un coup d'œil à la roue de la remorque. « C'est pas une plate-bande, ça, dit-il avec un sourire désinvolte avant de caler le tabac au bout de sa langue. Si, c'est une P-L-A-T-E-B-A-N-D-E! L'homme regarde le sol, puis Ove, l'air de se demander si c'est une blague. Non, mais attendez, c'est juste de la terre! Ove plisse le front en une seule ride menaçante. C'est une plate-bande! L'empoté se gratte la tête. Du tabac s'accroche à ses cheveux. Mais vous n'avez rien planté. J'ai bien le droit de faire ce que je veux avec ma plate-bande. Le lourdeau acquiesce immédiatement, désireux de ne pas fâcher encore plus son nouveau voisin. Il se tourne vers sa femme, l'air implorant, mais celle-ci ne semble en rien disposée à venir à son secours. Il s'adresse de nouveau à Ove. C'est qu'elle est enceinte. Les hormones, vous comprenez. Tente le maladroit avec un petit sourire, un petit rire. Sa femme, elle, ne rit pas. Ove non plus. Elle croise les bras. Ove met les poings sur les hanches. Le blond ne sait visiblement pas quoi faire de ses mains. Penaud, il balance les bras comme un drap dans le vent. Je redémarre et je réessaie, dit-il en lui offrant un autre sourire enjôleur. Ove répond par un regard intraitable. Le lotissement est interdit aux voitures, c'est indiqué sur les panneaux. Le blond hoche la tête avec enthousiasme et file s'entasser dans sa voiture japonaise, bien trop petite pour son corps bien trop grand. Seigneur, soupirant en même temps Ove et l'étrangère. Ove révise à la hausse son opinion d'elle. Parce qu'elle réagit comme lui. Le grand dadais avance de quelques mètres sans réussir à corriger l'axe de la remorque. Il fait marche arrière, droit dans la boîte aux lettres d'Ove, pliant la toile verte. « Non, mais faites attention !» s'étrangle Ove en ouvrant violemment la portière. Le lourdeau lève de nouveau les mains et se reprend en excuse. « Pardon, sorry, je ne l'avais pas vu dans le rétroviseur. Ce n'est pas facile avec la remorque, je ne sais jamais dans quelle direction je dois braquer. » Ove abat son poing noueux sur le toit du coupé, faisant sursauter le type blond qui se cogne contre le cadre de la portière. Ove se penche vers lui, si près qu'il lui parle presque à l'oreille. « Sortez de la voiture. »« Quoi? Je vous ai dit de sortir de la voiture. » Le lourdeau lui lance un regard apeuré qui n'ose protester. Il se poste à côté du véhicule comme un écolier que l'instituteur a mis au coin. Ove désigne la rue entre les maisons en direction du local à vélo et des garages. Mettez-vous quelque part où vous ne serez pas en travers du chemin. Le grand blond le fixe d'un air confus. Seigneur, même un manchot aveugle aurait fait mieux, murmure Ove en s'installant au volant. Comment peut-on rater une marche arrière avec une remorque? Est-ce si difficile de distinguer sa gauche de sa droite et d'inverser en manœuvrant? Comment les gens se débrouillent-ils dans la vie? Bien entendu, la boîte de vitesse est automatique. Ove aurait dû s'y attendre. Ils sont capables de conduire pas plus d'eux-mêmes, pense-t-il en avançant le véhicule. Il aimerait que leur voiture se pilote toute seule, comme un robot. Plus besoin d'apprendre à faire un créneau. Dans ce cas, méritons vraiment d'avoir le permis?
Ove ne le pense pas. Une personne incapable de se garer en créneau ne devrait pas avoir le droit de vote. Carrément. La remorque redressée, il passe la marche arrière, comme n'importe qui d'un peu civilisé. La voiture fait instantanément entendre un bip indigné. Ove regarde autour de lui, furieux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais un bruit pareil? Lance-t-il rageusement au tableau de bord en martelant le volant. Arrête ça tout de suite, rugit-il, en direction d'un voyant rouge qui clignote avec obstination. Au même moment, le grand blond toque prudemment à la fenêtre. Irrité, Ove baisse la vitre. C'est le radar de recul, explique le grand blond. J'ai compris, merci. Le maladroit s'éclaircit la gorge. Il est assez spécial cette voiture. Je devrais peut-être vous montrer les boutons de commande et le reste. Ove renifle avec dédain. Ne me prenez pas pour un imbécile. Le lourdeau secoue vigoureusement la tête. Non, bien sûr que non. Ove jette un regard furibond au tableau de bord. Et ça, c'est quoi? L'homme se lance dans ses explications, enthousiaste. C'est l'indicateur de charge de la batterie. On démarre avec le moteur électrique et on bascule vers le moteur à essence. Vous savez, vu que c'est une hybride. Ove remonte la vitre sans rien dire, abandonnant le lourdeau bouche bée à côté du coupé. Coup d'œil au rétroviseur gauche, puis à droite. Ignorant le piaulement terrifié de la voiture, Ove fait marche arrière. La remorque décrit un axe parfait entre les deux maisons. Ove descend de la voiture et lance les clés à son propriétaire. Radar de recul, aide au stationnement, caméra de compagnie. Si on a besoin de tout ça pour faire une marche arrière avec une remorque, autant laisser tomber. Le grand Hadès se contente d'un hochement de tête réjoui. Merci pour le coup de main, style. Oubliant qu'Ove lui a hurlé dessus pendant 10 minutes. On ne devrait même pas vous laisser rembobiner une cassette, répond Ove en passant près de lui. L'étrangère a toujours les bras croisés, mais ne semble plus vraiment fâchée. Merci, dit-elle avec un sourire oblique, l'air de se retenir de rire. Ove n'a jamais vu d'aussi grands yeux bruns. La copropriété défend de circuler en voiture dans le quartier, nom de Dieu. Vous allez devoir l'accepter, répond-il. Elle remarque qu'il prononce accepter, mais ne fait pas de commentaire. Avec un air dédaigneux, Ove se hâte en direction de sa porte. Au milieu de l'allée, entre sa maison et sa remise, il plisse le nez à la frontière des hommes de son âge, à la manière des hommes de son âge, avec un foncement qui semble se propager jusqu'à son torse. Il se baisse vers les dalles qu'il change tous les 2 ans. Peu importe leur état, renifle et se relève avec un air entendu. La femme enceinte et son mari l'observent. Il y a de la pisse partout, gronde Ove en indiquant les dalles avec de grands gestes. Ah, eh bien, hasard d'étrangère aux cheveux noirs. Non, ce n'est fichtrement pas bien, réplique Ove. Sur ses mots, il claque la porte derrière lui. Affalé sur un tabouret dans l'entrée, il essaie de se calmer avant de reprendre ce qu'il avait laissé en plan. Foutue bonne femme, que vient-elle faire ici avec sa famille si aucun d'eux n'est capable de lire des panneaux bien en vue? Tout le monde sait que les voitures sont interdites dans le lotissement. Ove suspend sa veste bleue parmi les innombrables manteaux de sa femme, murmure « Idiot » après s'être assuré que la fenêtre est bien fermée et retourne étudier le plafond de la salle de séjour. Il ignore combien de temps il est resté planté là, perdu dans ses pensées, il flotte dans un brouillard. Ça ne lui ressemble pas. Il n'a jamais été un rêveur, mais ces derniers temps, il a de plus en plus de mal à se concentrer, comme si une partie de lui s'était envolée. Ça ne lui plaît pas du tout. Quand la sonnette retentit, il a l'impression d'émerger d'un agréable sommeil. Il se frotte vigoureusement les yeux en regardant autour de lui comme s'il craignait qu'on l'avait observé. On sonne à nouveau. On fixe la porte avec une expression de reproche. Avant de faire quelques pas dans l'entrée, le corps raide comme un piquet. Il n'est pas certain que les craquements proviennent des lattes du parquet. « Qu'est-ce que c'est, cette fois? » demande-t-il comme s'il attendait une réponse de la porte fermée. « Qu'est-ce que c'est? » « Non, qu'est-ce que c'est? » répond-il en ouvrant à toute volée. Déstabilisée par la bourrasque, une petite fille tombe sur les fesses avec une mine stupéfaite. La fillette, plus âgée, qui l'accompagne est terrifiée. Toutes deux ont les cheveux noirs et les plus grands yeux bruns qu'Ove n'ait jamais vus. Eh bien, pleine d'espoir, l'aîné lui tend une boîte en plastique dont Ove se saisit, peu enthousiaste. La boîte est chaude. « Du riz !» s'écrie joyeusement le premier enfant se relevant avec vivacité. « Au safran !» avec du poulet, poursuit le plus grand avec un regard sceptique. Ove les observe méfiant.
Vous venez sonner chez moi pour me vendre ça? L'aîné visiblement offensé. Non, on habite ici. Après quelques secondes de silence, Ove hoche la tête comme s'il acceptait leur explication. Je vois. La Benjamin, satisfaite, agite les manches trop longues de sa combinaison d'hiver. Maman dit... Maman dit tu l'air faim. Ove la regarde sans comprendre. Quoi? Maman dit que tu as l'air d'avoir faim. Alors on t'apporte à manger, traduit l'aîné agacé. Allez, viens, Nassanine, dit-elle en attrapant la main de sa sœur et se détournant avec un regard désapprobateur. Ove passe la main sur l'embrasure de la porte pour les suivre du regard. Sur le seuil de la maison d'en face, la femme enceinte aux cheveux noirs lui sourit tandis que les enfants rentrent en courant. La plus jeune lui fait un signe joyeux de la main, imité par sa mère. Ove referme le battant. Seul dans l'entrée, il fixe la boîte de poulet et riz au safran avec la même expression que celle contenait de la nitroglycérine, puis la met au frigo. Non pas qu'il ait eu l'habitude de manger ce que des petits enfants étrangères viennent poser sur le pas de sa porte, mais chez lui, on ne jette pas la nourriture, c'est une question de principe. Il retourne contempler le plafond dans la salle de séjour, les mains dans les poches. Réfléchit un long moment à la question de la cheville béton le mieux adapté, les yeux plissés jusqu'à en avoir mal au crâne. Légèrement confus, il regarde sa montre cabossée. Un coup d'œil par la fenêtre lui apprend qu'il fait nuit. Il secoue la tête, résigné. Il ne peut pas commencer à manier la perceuse à la nuit tombée. N'importe qui peut comprendre ça. Il serait obligé d'allumer les lampes sans savoir à quel moment on viendrait les éteindre. Ove ne compte pas donner ce plaisir à la compagnie d'électricité. Si elle s'imagine qu'il va laisser sa facture atteindre un millier de couronnes, elle peut toujours rêver. Je sais pas si ça fait quoi de l'or, mais 1 million d'habitude, c'est au moins 100 000 Canadiens. C'est quand même pas mal. Ove referme sa caisse à tout faire. La pose sur le palier à l'étage et retourne prendre la clé du grenier à sa place habituelle. Derrière le radiateur de l'entrée, il se dresse sur la pointe des pieds pour ouvrir la trappe et déplier l'échelle. Au grenier, il remet la caisse derrière les chaises de cuisine que sa femme l'a obligé à remiser sous prétexte qu'elle grince, alors qu'elles ne font pas le moindre bruit. Ove sait parfaitement que sa femme avait simplement envie d'en racheter d'autres. À savoir qu'il n'y avait que ça dans la vie, acheter de nouvelles chaises, manger au restaurant et ainsi de suite. Il redescend l'escalier, remet la clé à sa place. Prenez un peu de repos, ont-ils dit. Des prétentieux de 31 ans qui ne travaillent que devant un ordinateur, ne boivent qu'une pâle imitation du café et ne savent plus faire marche arrière avec une remorque, mais qui ont le cul de dire qu'ils n'ont plus besoin de lui, à croire qu'ils sont tombés sur la tête. Ove allume la télé dans la salle de séjour. Non pas que le programme l'intéresse, mais il ne va pas passer sa soirée à fixer le mur bêtement. Il sort du frigo, le poulet cuisiné par l'étrangère et mange à même la boîte avec une fourchette. Ove a 59 ans. On est mardi soir et il a résilié son abonnement au quotidien du matin. Il a éteint toutes les lampes. Demain, il vissera le crochet au plafond. Chapitre 4. Ove ne paie pas des frais de 3 couronnes. Ove lui tend les 2 fleurs. Bien sûr, il n'avait pas prévu d'en acheter autant. Après tout, la modération est une vertu. Mais c'est une question de principe. Voilà la raison des 2 pots. Rien ne va quand tu n'es pas là, murmure-t-il en se grattant du bout du pied la terre glacée. Sa femme ne répond pas. Il va neiger cette nuit, précise-t-il. La télévision a annoncé un temps clair, et selon Ove, c'est le meilleur moyen de savoir qu'on peut s'attendre au contraire. Voilà pourquoi il la prévient. Elle garde silence. Ove met les mains dans les poches de son pantalon bleu et hoche brièvement la tête. Ce n'est pas normal de passer la journée à tourner en rond dans la maison vide. Voilà ce que j'en pense, ce n'est pas une vie. Elle ne réagit toujours pas. Il baisse le front, remue de nouveau la terre. Il ne comprend pas les gens qui ont hâte de prendre leur retraite. Comment peut-on aspirer toute sa vie à devenir inutile? Quel genre d'individu rêve d'être un fardeau pour la société? De rester chez soi et d'y mourir à petit feu. Ou pire, d'être placé en maison de retraite parce qu'on ne peut plus se débrouiller tout seul. On ne peut rien s'imaginer de plus abominable. Dépendre d'autres personnes simplement pour aller aux toilettes.
La femme d'Ove rétorque toujours avec un petit rire exaspérant qu'elle est la seule personne de sa connaissance qui préférait être le défunt dans le cercueil plutôt que le vieil ami qui se rend à l'enterrement en minibus pour personnes âgées. Ce n'est pas entièrement faux. Au fait, ce fumier de chat était de nouveau là ce matin, pratiquement sur le pas de porte. Si on peut appeler ça un chat. Ove s'est levé à 6h moins quart et a préparé du café pour sa femme et lui. Il a fait le tour de la maison pour vérifier qu'elle n'a pas augmenté le chauffage en cachette. Les radiateurs étaient réglés sur la même position que la veille, mais il les a quand même baissés un peu, pour plus de sûreté. Puis il a décroché sa veste de la seule des 6 patères du couloir qui ne disparaissent pas sous les manteaux de sa femme. Il a fait sa tournée d'inspection, noté les numéros d'immatriculation dans son carnet et contrôlé les portes de garage. Le temps avait commencé à franchir, il devait bientôt remplacer son manteau d'automne bleu par celui d'hiver bleu. Il sait toujours quand la neige approche. C'est la période où sa femme insiste pour augmenter le chauffage dans la chambre à coucher. Inconscience, décrète chaque année Ove. Il ne compte pas permettre au directeur d'une compagnie d'électricité de se remplir les poches juste parce que la saison est un peu fraîche. Ove a fait le calcul. Augmenter le chauffage de 5 degrés représente une dépense de plusieurs milliers de couronnes par an. Alors chaque hiver, il descend du grenier au petit générateur diesel qu'il a échangé aux puces contre un vieux tourne-disque et y branche un système de chauffage auxiliaire acheté au rabais pour 39 couronnes. Une fois réchauffé par le générateur, le chauffage fonctionne une demi-heure avec la petite batterie qu'Ove a installée dessus. La femme d'Ove peut le mettre en route plusieurs fois sous le lit de son côté avant d'aller se coucher. Bien entendu, on vous les rappelle systématiquement d'éviter tout gaspillage inutile. Le diesel n'est pas gratuit, et fidèle à son habitude, elle hoche la tête en disant qu'il a raison, puis il passe l'hiver à augmenter discrètement le chauffage dès qu'il y a le dos tourné, comme chaque année. Ove gratte encore la terre. Il hésite à mentionner le chat. Nan était de nouveau là quand Ove est revenu de sa tournée d'inspection. Ove a regardé le chat a regardé Ove, le doigt tendu. Ove lui a crié de ficher le camp, si fort que le son de sa voix a rebondi entre les maisons comme un ballon. Le chat observait Ove un moment, puis se levait avec une lenteur délibérée, sans aucun doute, pour lui signifier qu'il ne lui obéissait pas, mais qu'il avait des choses à faire. Il a ensuite disparu derrière la remise. Ove décide de ne pas en parler à sa femme. Il est certain qu'elle sera fâchée qu'il l'ait chassée. Si elle avait son mot à dire, la maison serait remplie de vagabonds à fourrure ou sang. Il porte son costume bleu sur une chemise blanche, boutonnée jusqu'au col. Je pense que c'est pas mal ce veston-là. Il est littéralement en bleu sur l'affiche. Elle lui dit toujours de laisser le premier bouton ouvert s'il ne met pas de cravate, ce à quoi Ove rétorque à chaque fois qu'il n'est pas un fichu patron de location de transat en Grèce. Il porte son poignet sa vieille montre cabossée que son père avait reçue de son propre père à ses 19 ans et dont Ove a hérité à son tour quelques jours après son 16e anniversaire. La femme d'Ove aime ce costume. Elle dit toujours qu'il donne à Ove un air très chic. Bien sûr, Ove pense comme n'importe quelle personne sensée que seuls les frimeurs portent leur costume du dimanche en semaine. Mais ce matin, il s'est autorisé une exception. Il a enfilé ses chaussures noires du dimanche, qu'il a astiquées avec la quantité correcte de cirage. En décrochant son manteau d'automne bleu de la patère du couloir, il a jeté un regard songeur à la collection de vêtements de sa femme. Il se demandait comment quelqu'un d'aussi petit pouvait avoir besoin d'autant de manteaux. On croirait presque qu'on pourrait se rendre à Narnia en passant à travers, avait plaisanté une amie de sa femme. Évidemment, Ove n'avait pas compris à quoi elle faisait allusion. En tout cas, c'était une montagne de manteaux. Il a quitté la maison alors que le lotissement dormait encore. Sur le parking, il a déverrouillé son garage avec sa clé. Il a bien une télécommande pour la porte, mais n'a jamais saisi à quoi elle servait quand quelqu'un peut ouvrir à la main. Quand on ouvre à la main. Il a déverrouillé la Sahab, également avec la clé. Ove n'a pas de raison d'abandonner une méthode qui fonctionne depuis tant d'années. Il s'est assis derrière le volant, a tourné le bouton de l'autoradio de 180 degrés dans un sens, puis dans l'autre, et ajusté tous les rétroviseurs comme chaque fois qu'il s'assit dans sa voiture. À croire que des vandales forcent régulièrement la Sahab pour s'amuser à dérégler les rétroviseurs et l'autoradio. Lorsqu'il a avancé sa voiture hors du garage, il a aperçu l'étrangère enceinte de la maison voisine.
Elle tenait sa plus jeune fille par la main. Le grand dadais blond les accompagnait. Tous trois ont adressé un signe de la main à Ove, et il ne leur a pas renvoyé. Ça va de soi. Il avait bien envie de dire à cette femme que, dans ce lotissement, on ne laisse pas les enfants courir sur le parking comme sur un terrain de jeu, mais il a décidé qu'il n'a pas le temps. Il a roulé jusqu'à la route qui borde le lotissement et longé plusieurs rangées de maisons identiques à la sienne. Quand Ove et sa femme avaient emménagé, il n'y avait en tout que 6 pavillons. Leur nombre a atteint maintenant quelques centaines. Autrefois, ils vivaient en lisière d'une forêt. À présent, ils sont encerclés de maisons, toutes achetées à crédit, bien sûr, comme chacun fait de nos jours. On emprunte, on roule en voiture électrique et on appelle le technicien pour changer une ampoule. On installe du parc éclipsé, une cheminée électrique et ainsi de suite. Au point que maintenant, cette société ne sait plus faire la différence entre une bonne cheville de béton et une paire de gifles. On a mis 14 minutes à atteindre la boutique du fleuriste au centre commercial. Il respecte scrupuleusement les limitations de vitesse, mais si quelques idiots fraîchement arrivés dans le lotissement font du 90 à l'heure sur la route limitée à 50. Évidemment, ils ont installé autour de leur propre maison des panneaux « Attention enfants » et des ralentisseurs à ne plus savoir où donner de la tête, mais ils ne sont pas aussi prudents quand ils reculent dans d'autres rues. Ils circulent dans d'autres rues. Ove l'a répété à sa femme chaque fois qu'ils sont passés par là les 10 dernières années. Et sans pire, ajoute-t-il ensuite, au cas où il ne l'aurait pas entendu les premières fois. Ce jour-là, il n'a pas fait 2 kilomètres qu'une Mercedes noire se met à lui coller aux fesses. Ove a actionné 3 fois ses feux stop. La Mercedes a riposté par des appels de phare outrés. Ove a reniflé de dédain en regardant dans le rétroviseur, comme si les gens étaient tenus de se jeter dans le bas-côté dès qu'un de ces idiots décidait de dépasser la limitation de vitesse. Et puis quoi encore? Ove ne s'est pas déporté sur la droite. La Mercedes a fait de nouveau appel de phare. Ove a levé le pied. La Mercedes a klaxonné. Ove a ralenti un peu plus. La Mercedes a klaxonné plus fort. Ove est descendu jusqu'à 20 km/h. Alors qu'il s'approchait d'une crête, la Mercedes a dépassé Ove en vrombissant. Le conducteur, un homme d'une quarantaine d'années avec une cravate et des câbles lui sortant des oreilles, a dressé le majeur en direction d'Ove. Un bon gros doigt. Celui-ci a riposté à la manière de tous les hommes de 59 ans bien élevés. Il s'est frappé la tempe de l'index. L'homme a positionné sur la vitre de la Mercedes, écrasé l'accélérateur et disparu. 2 minutes plus tard, Ove s'arrêtait à un feu rouge. La Mercedes était juste devant lui. Ove lui a fait des appels de phare. L'homme a tourné brusquement la tête en faisant voltiger ses écouteurs sur le tableau de bord à la plus grande satisfaction d'Ove. Le feu est passé au vert. La file n'a pas bougé. Ove a klaxonné. Rien n'est arrivé. Ove a secoué la tête. C'était probablement une bonne femme. Ou des travaux de voirie. Ou une Audi. Au bout de 30 secondes, quand personne n'a avancé, Ove est passé au point mort, puis est sorti de la Sahab en laissant le moteur en marche. Il s'est posté sur la chaussée pour scruter l'extrémité de la file, les poings sur les hanches avec l'allure d'un Superman coincé dans les embouteillages. Le conducteur de la Mercedes a klaxonné. Idiot! C'est dit. Merde. J'avais pas vu, il y avait un point. Le conducteur de la Mercedes a klaxonné. Idiot! S'est dit Ove. Au même instant, la file a commencé à bouger. Les premières voitures se sont mises en mouvement. La Volkswagen derrière Ove a klaxonné. Le conducteur a fait un signe impatient à Ove qui lui a renvoyé un regard irrité. Il s'est assis sans hâte au volant de sa voiture et a fermé la portière. « Il n'y a pas le feu au lac !» a-t-il lancé son rétroviseur avant de se remettre en route. Au feu rouge suivant, il s'est retrouvé de nouveau derrière la Mercedes. 2 files d'attente. Ove a regardé sa montre et tourné à gauche. Ce trajet était plus long, mais comptait moins de feux rouges. Ce n'est pas qu'Ove est pingre, mais tout le monde sait que rouler en continu consomme moins de carburant que laisser tourner le moteur au point mort. La femme d'Ove lui dit souvent. On pourra au moins écrire dans la nécrologie d'Ove qu'il veillait toujours à l'économie d'essence. En arrivant au centre commercial par l'ouest, Ove a vu tout de suite que le parking ne comptait plus que 2 places libres. Il ne comprend naturellement pas ce que tout ce monde peut bien faire là un jour de semaine. Puis là, personne ne travaille ces derniers temps. La femme d'Ove soupire toujours quand ils arrivent sur un parking pareil à celui-ci. Ove veut toujours se garer près de l'entrée. Comme si c'était une compétition pour avoir la meilleure place, dit-elle, tandis qu'il sillonne chaque rangée en insultant tous ces empoisonneurs qui prennent de la place avec leur voiture étrangère.
Parfois, il parcourt 6 ou 7 allées, et si Ove est forcé de se contenter d'une place à 20 mètres de l'entrée, il est de mauvaise humeur pour le reste de la journée. Sa femme n'a jamais compris son entêtement, mais de toute façon, il ne comprend pas vraiment les questions de principe. Cette fois aussi, Ove avait d'abord l'intention d'explorer quelques rangées, pour être sûr. Mais il a remarqué la Mercedes qui venait du sud. C'était donc là que se rendait ce type à cravate, avec des câbles dans les oreilles. Ove n'a pas hésité une seconde. Il a écrasé l'accélérateur et lui a coupé la route. La Mercedes a pilé, donné un coup de klaxon et suivi Ove. Le duel avait commencé. La circulation vers l'entrée du parking se faisait sur la voie droite, mais la Mercedes avait dû voir les deux places libres car elle a essayé de dépasser Ove par la gauche. Ove a donné un coup violent pour lui interdire le passage et les deux voitures se sont poursuivies sur le bitume. Dans le rétroviseur, Ove a vu une petite Toyota s'engager derrière eux, suivre les panneaux et faire lentement le tour du parking dans le sens des aiguilles d'une montre. Ove l'a suivi du regard tout en avançant à sa rencontre, serré de près par la Mercedes. Il aurait préféré plus se garer sur la place libre la plus proche de l'entrée et généreusement laisser l'autre à la Mercedes. Mais quelle victoire aurait-ce été? Au lieu de cela, Ove a pilé devant la première place et n'a plus avancé d'un millimètre. La Mercedes a klaxonné. Ove n'a pas bougé. Le petit Toyota s'est approché par la droite depuis l'autre extrémité de la rangée. La Mercedes l'a aperçu et compris, trop tard, le plan machiavélique d'Ove. Elle a klaxonné furieusement, essayé de se faufiler le long de la Sahab, mais elle n'avait pas la moindre chance. Ove avait déjà fait signe à la Toyota de prendre une des places. Et quand elle se glissa dans l'emplacement, il se gara à côté. La vitre de la Mercedes était tellement maculée de postillons qu'Ove n'a pu distinguer le conducteur qui s'éloignait. Ove est sorti de la Sahab avec l'air triomphant d'un gladiateur. Puis il a regardé la Toyota. Et merde, a-t-il ronchonné, soudain contrarié. La portière de la petite voiture s'est ouverte. « Salut !» a claironné le lourd doublon avec bonne humeur, en s'extirpant de son siège. Ove a secoué la tête. « Bonjour !» a fait l'étrangère enceinte de l'autre côté de la Toyota en soulevant sa fille. Ove a regardé la Mercedes avec regret. « Merci pour la place, c'est vachement sympa !» continuait le blond en souriant. Ove n'a pas compris. « Comment t'appelles ?» s'est écrit hardiment la petite fille. « Ove. » Merde. « Ove. » a répondu Ove. « J'appelle Nassanine, » a-t-elle dit joyeusement. Ove a hoché la tête. « Je m'appelle Pat, » a commencé le grand dadais. Mais Ove s'éloignait déjà. « Merci pour la place de parking », a lancé la femme enceinte derrière lui. Ove aperçut le rire dans sa voix. Ça ne lui a pas plu du tout. Il a simplement bougonné « Oui, oui », sans se tourner et franchi la porte à tambour du centre commercial. Il a emprunté la première allée sur la gauche et regardé plusieurs fois autour de lui, comme s'il avait peur que ses nouveaux voisins soient sur sa piste. Mais ils ont emprunté l'allée de droite. Ove s'est arrêté devant le magasin d'alimentation pensif et a examiné les affiches publicitaires avec la promotion de la semaine. Donc, il a eu l'intention d'acheter du jambon dans ce magasin, mais suivre l'évolution des prix était toujours utile. S'il y a bien une chose qu'Ove déteste par-dessus tout, c'est qu'on essaie de l'escroquer. La femme d'Ove raconte toujours avec amusement que les 3 pires mots qu'ils connaissent sont « pile non comprises ». Cela fait toujours s'esclaffer les gens. Elle n'aimait pas Ove. Délaissant la supérette, il est allé chez le fleuriste, où il a commencé à faire des histoires de la vie de sa femme ou à marchander selon ses propres termes. Ove a posé sur la caisse un bon de réduction stipulant 2 plantes à fleurs pour 50 couronnes. Ove, qui n'en voulait qu'une seule, a entrepris de démontrer à la vendeuse avec un parfait naturel qu'il n'avait déboursé que 25 couronnes, puisque c'était la moitié de 50. Mais l'employé, une jeune fille d'une vingtaine d'années suspendue à son téléphone portable, avec de la guimauve dans le crâne, n'était pas d'accord. Elle a soutenu qu'une plante coûtait 39 couronnes et que la promotion 2 pour 50 n'était valable que sur un achat de 2. Elle a appelé le gérant de la boutique. Ove a fait un quart d'heure à lui faire entendre raison. Pour dire la vérité, un gérant a fini par pester à mi-voix. Vieille emmerdeur, en martelant la somme de 25 couronnes sur la caisse enregistreuse comme s'il était responsable. Ove pensait que ce n'était pas très éloigné de la réalité.
Il sait parfaitement comment les commerçants s'y prennent pour rouler constamment les gens. Et on ne roule pas Ove impunément. Un carré est un carré. Un point, c'est tout. Ove a présenté sa carte bancaire. Le gérant a secoué la tête avec dédain en indiquant une affiche annonçant que pour tout paiement par carte bancaire inférieur à 50 couronnes, nous prévelons 3 couronnes de frais. Ove n'a pas eu le choix. Le voilà donc devant sa femme avec 2 pots de fleurs dans les mains parce que c'était une question de principe. Il peut toujours rêver pour que je paie les 3 couronnes, proclame-t-il, le regard baissé sur le gravier. La femme d'Ove lui reproche de toujours faire des histoires, ce dont Ove se défend formellement. Il pense seulement qu'un carré est un carré, un point c'est tout. Et c'est si absurde, proteste-t-il à chaque fois. Ove est convaincu du contraire. Excusez-moi. Il lève les yeux vers elle. Tu es sûrement fâché que je ne sois pas venu hier comme promis, murmure-t-il. Elle garde le silence. Mais le quartier est en train de devenir un asile de fous, se justifie-t-il tout de même. C'est le chaos complet, il faut les aider à faire marche arrière avec une remorque maintenant. Et impossible de visser un crochet sans se faire embêter, poursuit-il, comme si elle avait protesté. Il s'éclaircit la gorge. Je ne pouvais quand même pas installer le crochet alors qu'il faisait déjà nuit, non? On ne sait pas combien de temps les lampes vont rester allumées, pendant que le compteur continue à tourner. Je ne pouvais pas faire ça. Elle ne répond pas. Il remue la terre gelée, hésite, se racle la gorge. Rien ne va quand tu n'es pas là. Ce n'est pas normal de passer la journée à tourner en rond dans la maison vide. Voilà ce que j'en pense, ce n'est pas une vie. Elle ne dit rien. Il hoche la tête, lui tend les fleurs. Ce sont des roses, comme tu les aimes, des persiennes. Le fleuriste a dit que ce sont des pérennes, mais c'est des âneries. Ils ont dit aussi qu'elles ne supportent pas le froid, mais ils raconteraient n'importe quoi pour vendre de la merde aux gens. Il attend manifestement son approbation. Il mange même du riz au safran, dit-il, tout bas. Je parle des nouveaux voisins, les étrangers. Il cuisine le riz avec du safran et tout le toutime. Quel intérêt! Comme si de la viande avec des pommes de terre et une sauce, ça ne suffisait pas. Nouveau silence. Sans rien dire, il fait glisser son alliance autour de son doigt, cherchant ses mots. Il trouve encore difficile d'être celui qui entretient la conversation. C'est l'une des choses dont il se chargeait toujours. Lui se contentait de répondre. La situation est encore inédite pour eux deux. Finalement, Ove s'accroupit pour déterrer la plante morte de la semaine précédente, qu'il place délicatement dans un sac en plastique. Il plante les nouvelles fleurs en retournant soigneusement la terre gelée. Ils ont encore augmenté le prix de l'essence, informe-t-il en se redressant. Il la regarde, immobile, les 2 mains dans les poches. Enfin, il caresse le pourtour de la grande pierre tombale, aussi tendrement que si c'était la joue de sa femme. « Tu me manques, souffle-t-il. Cela fait 6 mois qu'elle est morte, et Ove fait encore le tour de la maison 2 fois par jour pour vérifier qu'elle n'a pas augmenté le chauffage en cachette. Dernier chapitre du jour, chapitre 5, qui est le nom du livre, La vie selon Ove. Ove savait pertinemment que ses amis ne comprenaient pas pourquoi elle l'avait épousé. Il ne leur reprochait pas. Les gens disaient qu'il était aigri. Peut-être avait-il raison. Il ne savait pas trop. Il ne s'était jamais penché sur la question. Il l'appelait aussi insociable. Ove supposait qu'il voulait dire par là qu'il n'aimait pas tellement ses congénères et il leur donnait raison sur ce point. En général, les gens n'étaient pas très futés. Ove n'était pas très bavard, même s'il avait compris que c'est maintenant un trait de caractère important. À présent, chacun doit être capable d'échanger des banalités avec n'importe quelle ahurie qui se montre démonstratif avec le premier venu comme avec des intimes, juste parce que c'est plus sympa. Ove ne savait pas comment s'y prendre. Peut-être était-ce une affaire d'éducation. Peut-être les hommes de sa génération ne seraient-ils jamais suffisamment préparés à une société où tout le monde parlait de faire beaucoup de choses, mais où agir ne signifiait plus rien. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui fanfaronnent devant leur maison rénovée, aussi fiers que s'ils les avaient construites de leurs propres mains, alors qu'ils n'ont pas touché ne serait-ce qu'une visseuse. Et ils ne prétendent même pas avoir apporté leur pierre à l'édifice. Ils se vendent au contraire de n'avoir rien fait. Savoir poser un vrai plancher, réparer la robinetterie ou changer les pneus, tout cela n'a manifestement plus aucune valeur. Apprendre à faire les choses correctement est à présent superflu. Quel genre de personne est-on si, un beau jour, on ne sait plus qu'acheter?
Que vaut-on encore? Ove savait très bien que ses amis ne concevaient pas qu'elle a choisi de se réveiller à son côté chaque matin et de passer ses journées avec lui. Lui non plus. Il fabriqua pour elle une bibliothèque qu'elle remplit de livres écrits par des gens capables de noircir les pages, des pages et des pages à propos de sentiments. Ove comprenait ce qu'il pouvait voir et toucher, le béton et le ciment, le verre et l'acier, les outils, les choses qu'on pouvait compter, les angles droits et les instructions claires, les maquettes et les schémas, ce qu'on pouvait dessiner sur du papier. Il était un homme en noir et blanc, et elle était en les couleurs, toutes les couleurs. La seule chose qu'on pouvait dire qu'il aimait avant leur rencontre, c'était les chiffres. Il n'avait pas de souvenir impérissable de son enfance en dehors de ça. Personne ne l'embêta et il n'embêta personne. Il n'était pas très bon en sport, mais pas mauvais non plus. Il ne fut jamais au centre et jamais en marge. Il était simplement là. Et il ne se souvient pas très bien non plus de son adolescence, puisqu'il ne se rappelait pas les choses complètement... Il ne se rappelait pas les choses complètement inutiles. Il sait qu'il était plutôt heureux et qu'ensuite, pendant quelques années, il ne le fut plus. Il se souvient des chiffres, des nombres qui lui remplissaient la tête. À l'école, il attendait toujours avec impatience sa leçon de mathématiques, alors que pour les autres élèves, ce cours était un calvaire. Même chose pour moi, je trouve que c'est histoire. Il ne sait pas pourquoi et n'essaie pas non plus de deviner. Il n'a jamais compris pourquoi il devait passer son temps à chercher une raison à tout. Chacun est tel qu'il est, fait de son mieux, et peut y trouver son compte, pense Ove. Il avait 7 ans quand les poumons de mère arrêtèrent de fonctionner au petit matin, un jour d'août. Elle travaillait dans une usine de produits chimiques. À l'époque, on n'en savait pas autant qu'aujourd'hui sur la respiration et la sécurité au travail, comprit Ove plus tard. En plus, elle fumait sans interruption. C'est le souvenir le plus net qu'Ove a d'elle. Chaque samedi matin, ils s'asseyaient à la fenêtre de la cuisine dans leur petite maison en dehors de la ville et environnés d'un nuage de fumée. Elle contemplait le ciel et se rappelle aussi qu'elle chantait parfois et qu'il s'asseyait sous la fenêtre pour l'écouter. Un livre de mathématiques sur les genoux. Évidemment, sa voix rauque s'éraillait parfois sur une note, mais il aimait ça quand même. Le père d'Ove était cheminot. Il avait les paumes calleuses et tannées, comme du cuir, et les rides de son visage étaient des canaux où la sueur ruisselait jusqu'à son torse pendant l'effort. Ses cheveux étaient raides et sa stature mince, mais les muscles de ses bras saillaient comme s'ils étaient taillés dans un roc. Un jour, alors qu'Ove était encore petit, il avait été autorisé à accompagner ses parents à une grande fête chez des collègues de son père. Après que son père eut bu quelques chopes, les derniers fêteurs réussirent à l'entraîner dans une partie de bras de fer. Ove n'avait jamais vu de colosse de la taille de ceux qui défièrent son père à califourchon sur le banc en bois. Certains devaient peser 200 kilos. Le père d'Ove les battit tous. Sur le chemin du retour, il passa le bras autour des épaules d'Ove et lui dit « Seuls les idiots croient que volume égale force. N'oublie jamais ça. » Ove n'oublia jamais. Le père d'Ove ne leva jamais la main ni sur son fils ni sur qui que ce soit. Quelques camarades de classe d'Ove venaient parfois à l'école avec un œil au beurre noir ou des marques de ceinturion s'ils s'étaient mal conduits. Jamais Ove. On ne se bat pas chez nous, constatait simplement son père, ni entre nous, ni avec les autres. Il était très apprécié à la compagnie de chemin de fer. Il était taciturne mais généreux. Trop généreux, jugeait certains. Ove se souvient qu'il ne comprenait pas en quoi c'était un mal. Puis sa mère mourut, et son père devint encore plus avare de paroles, comme s'il avait emprunté une partie du peu de mots qu'il possédait à l'origine. Ove et son père ne parlaient pas énormément, mais chacun appréciait la compagnie de l'autre. Ils étaient heureux, assis en silence, chacun d'un côté de la table de la cuisine. Ils s'occupaient à leur manière. Dans l'arbre mort derrière la maison nichait une famille d'oiseaux qu'ils nourrissaient un jour sur deux. Ove avait compris l'importance de ce rythme. Il n'en apprit jamais la raison, mais ne ressentait pas non plus le besoin de tout savoir. Le soir, il mangeait des saucisses et des pommes de terre, puis jouait aux cartes. Il ne possédait jamais beaucoup, mais eurent toujours assez. Les seuls mots que sa mère n'avait pas emportés en mourant étaient ceux concernant les moteurs. Le père d'Ove pouvait en parler pendant des heures. Les moteurs donnent toujours ce qu'on mérite, avait-il coutume de dire. Traite-les avec respect et ils t'offriront la liberté. Conduis-toi comme un salopard et ils te la reprendront. Longtemps, il ne posséda pas de voiture, mais dans les années 40 et 50, quand les patrons et directeurs des chemins de fer commencèrent à acquérir des automobiles, le bruit se répandit vite dans les bureaux que cet ouvrier taciturne était un homme avec qui on gagnait à être en bons termes. Le père d'Ove n'était jamais allé à l'école et ne comprenait pas grand-chose aux chiffres et des livres de son fils, mais il savait y faire avec les moteurs.
C'est lui qu'on appela quand la fille du directeur se maria, et que la voiture qui devait emmener les fiancés en grande pompe à l'église tomba en panne. Il arriva sur son vélo avec, sous le bras, une caisse à outils si lourde qu'il fallut 2 hommes pour la soulever, et le moteur qui faisait des caprices à son arrivée ronronnait comme s'il s'en alla. La femme du directeur lui proposa de se joindre au repas des noces, mais le père Dove répondit simplement qu'un homme au bras couvert de taches de cambouis, si incrustées qu'elle était devenue indélébile, n'avait pas sa place au milieu de la belle société. En revanche, il acceptait volontiers un sac de pain et de la viande pour son garçon. Ove venait d'avoir 8 ans. Ce soir-là, il se dit que le repas était digne d'un roi. Quelques mois plus tard, le directeur fit de nouveau appel au père d'Ove. Une vieille Saab 92, dans un mauvais état, était garée devant les bureaux de la compagnie. C'était le premier modèle du constructeur. Il n'était pas plus produit depuis l'arrivée sur le marché de la version nettement plus améliorée, la Saab 93, mais le père Dove reconnut immédiatement sa traction avant et son moteur transversal qui ronflait comme une cafetière. Il était rescapé d'un accident, expliqua le directeur, en jouant avec ses bretelles sous son veston. À l'avant, le capot vert bouteille était sévèrement froissé et le spectacle sous la carrosserie n'était sûrement pas beau à voir, estima le père Dove. Il sortit un tournevis de la poche de son bleu de travail sale et, après avoir examiné la voiture un moment, il jugea que oui, avec un peu de temps et de réflexion et les bons outils, il devait pouvoir la remettre en assez bon état. « Elle était à qui ?» demanda-t-il en se redressant et s'essuyant les mains avec un chiffon. « Elle appartenait à un parent, répondit le directeur en prenant dans la poche de son pantalon une clé qu'il fourra dans la main de son employé. Et maintenant, elle est à vous. » Le directeur lui donna une tape sur l'épaule et retourna dans son bureau, tandis que seul dans la cour, le père Dove reprenait son souffle. Ce soir-là, il expliqua plusieurs fois de suite à son fils émerveillé tout ce qu'il y avait à savoir à propos du trésor agouré dans leur jardin. Assis au volant avec son garçon sur les genoux, il passait la moitié de la nuit à exposer l'assemblage du moteur. Il pouvait décrire la moindre vis et le moindre tuyau. Ove n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi fier. Il avait 8 ans, et c'est ce soir-là qu'il décida de ne jamais conduire autre chose qu'une Saab. Les samedis où le père Dove était de repos, il allait dans le jardin et apprenait en détail à son fils le nom et la fonction des différentes pièces sous le capot. Le dimanche, il allait à l'église. Non pas qu'Ove et son père aient un rapport très étroit avec Dieu, mais la mère Dove y attachait de l'importance. Aussi s'asseyait-il tout au fond de l'église et regardait-il fixement une tache sur le sol jusqu'à la fin de la messe. Pour tout dire, il consacrait plus de temps à regarder la disparue qu'à regretter Dieu. Le dimanche matin devint ici un moment dédié à leur épouse et mère, même si elle n'était plus avec eux. Après l'office, il prenait la Saab et faisait une longue promenade à la campagne. C'était le moment de la semaine qu'Ove préférait. La même année, il fut autorisé à suivre son père au chemin de fer les jours où il n'avait pas d'école pour ne pas rester seul à la maison. C'était un travail pénible et mal payé, mais aussi, ajoutait son père en grommelant, un travail honnête, et ça, ce n'est pas rien. Ove appréciait tous les cheminots sauf Tom. L'homme était grand, bruyant, avec des mains larges, comme des battoirs, et des yeux qui semblaient toujours à l'affût d'un petit animal à tourmenter. Un jour, qu'Ove avait 9 ans, son père l'envoya aider le cheminot à balayer une voiture. Tom ramassa avec un cri de joie une serviette oubliée par un passager pressé. Elle avait répandu son contenu sur le sol en tombant d'un casier à bagages. Et l'homme se jeta immédiatement à 4 pattes pour attraper tout ce qu'il pouvait. « On regarde ce qu'on trouve !» dit-il en ricanant. Son regard fit frémir Ove. Il avait l'impression que des insectes lui rampaient sous la peau. Tom asséna au garçon une tape sur l'épaule qui lui meurtrit la clavicule. Ove se tient quoi? En quittant la voiture, il trébucha sur un portefeuille en cuir, aussi souple que du tissu. Il ne se fermait pas avec un élastique comme celui qui maintenait en un seul morceau le vieux portefeuille de son père, mais par un bouton d'argent qui cliquetait. C'est la même chose pour mon père. Il contenait plus de 6000 couronnes, une fortune pour n'importe qui à cette époque. Lorsqu'il l'aperçut, Tom essaya de le prendre des mains d'Ove, mais animé par un sentiment de révolte instinctif, le garçon resserra sa prise. Il eut la stupeur sur le visage du cheminot et vit du coin de l'œil l'homme puissant fermer le poing. Ove sut qu'il n'arriverait jamais à esquiver le coup, alors il ferma les yeux en se cramponnant au portefeuille. Il attendit. Ni l'un ni l'autre ne remarquèrent le père d'Ove avant qu'il ne s'interpose.
Tom croisa brièvement son regard, la respiration chargée d'une telle colère qu'il poussa un râle involontaire. Mais le père Dove ne bougea pas 2 centimètres et finalement Tom bâtit prudemment en retraite, baissant le poing. « On garde ce qu'on trouve. On a toujours fait ça, gronda-t-il en montrant le portefeuille. « Celui qui trouve décide, répond le père Dove sans le lâcher du regard. Les pupilles dilatées, Tom recula encore d'un pas, serrant toujours la serviette. Il travaillait au chemin de fer depuis des années, mais Ove n'avait jamais entendu un seul des ouvriers parler de lui en bien. Il était malhonnête et malveillant. Voilà ce qui ressortait des conversations des cheminots après quelques bières. Pourtant, jamais Ove n'avait surpris son père à prononcer un seul mot contre lui. Avec 4 enfants et une femme malade, même les meilleurs ne le seraient pas restés, répondait toujours le père Dove en regardant ses camarades dans les yeux. Et à ce moment-là, les gens changeaient généralement de sujet. Il indiqua l'objet dans les mains de son fils. « À toi de décider. » Ove garda résolument les yeux rivés au sol. Il sentait le regard brûlant de Tom sur son crâne. D'une voix basse mais déterminée, il déclara que la meilleure solution était d'apporter le portefeuille au service des objets trouvés. Son père hocha la tête sans mot dire, et main dans la main, ils suivirent les rails en silence, jusqu'au bureau situé à une demi-heure de marche. Ove entendit Tom crier dans leur dos, la voix chargée de colère froide. L'enfant n'oublierait jamais ce jour. La guichetière n'en crut pas ses yeux lorsqu'il posa le portefeuille devant elle. Il était simplement par terre. Vous n'avez pas vu un sac d'où il aurait pu tomber? S'enquit-elle. Ove lança un regard interrogateur à son père. Celui-ci ne desserta pas les lèvres, et le garçon fit de même. L'employé interpréta manifestement leur silence comme une réponse affirmative. « Tout le monde n'aurait pas rapporté une telle somme d'argent, dit-elle avec un sourire à Ove. « Tout le monde n'a pas non plus de bon sens, rétorqua simplement son père. Et il prit la main d'Ove et tourna les talons pour gagner son poste. Au bout de quelques centaines de mètres, Ove rassembla son courage, s'éclaircit la gorge et demanda à son père pourquoi il n'avait pas parlé de la serviette qu'avait gardée Tom. « Ce n'est pas notre genre de raconter ce que font les autres, » répondit son père. Ove approuva et ils poursuivirent leur chemin. En silence. « Au début, je voulais garder l'argent, » souffla Ove après un moment en pressant plus fort la main de son père, comme s'il craignait qu'il ne le lâche. « Je sais, » dit son père en resserrant ses doigts. « Mais je sais que toi, tu l'aurais rapporté et que quelqu'un comme Tom l'aurait gardé, » continua Ove. Son père hocha la tête et ils n'abordèrent plus le sujet. Si Ove s'était demandé quand et comment une personne devient ce qu'elle est, il aurait peut-être découvert qu'il avait appris ce jour-là le sens du mot juste. Mais il n'avait pas pour habitude de ressasser ces choses et se contenta du souvenir du moment où il décida de ressembler autant que possible à son père. Il avait exactement 16 ans quand son père mourut. Un wagon s'était emballé. Son père ne lui laissait pas beaucoup plus qu'une sahab, une maison délabrée à quelques dizaines de kilomètres de la ville et sa vieille montre bracelet bosselé. Ove n'expliqua jamais ce qui arriva ce jour-là, mais il cessa d'être heureux et ne le fut plus au cours des années qui suivirent. À l'enterrement, le pasteur évoqua un placement en famille d'accueil, mais dut bientôt se rendre à l'évidence qu'Ove, fidèle à l'éducation reçue de ses parents, n'acceptait jamais d'aumône. Ove dit aussi au pasteur de ne plus lui réserver de place sur un banc de l'église pour la messe dominicale. Non pas qu'il fût athée, mais à ses yeux, Dieu n'était rien de plus qu'un foutu salopard. Le lendemain, il se rendit au service du personnel de la compagnie ferroviaire pour rembourser ce qui restait du salaire mensuel de son père. Les employés ne comprirent d'abord pas le but de sa visite, alors qu'Ove leur expliqua d'un ton impatient que son père était mort le 16 du mois. Elle ne pouvait donc pas s'attendre à ce qu'il vienne travailler les 14 jours restants. Et puisqu'il avait été payé d'avance, Ove venait retourner la différence. Perplexes, les comptables le prirent d'attendre. Au bout d'une quinzaine de minutes, le directeur arriva et observa cet étrange adolescent de 16 ans, assis dans le couloir sur une chaise à bureau, avec le salaire de son défunt père dans une enveloppe. Le directeur savait parfaitement qui était le garçon. Il comprit vite qu'il n'arriverait pas à le convaincre de garder l'argent dont le jeune homme disait qu'il ne revenait pas à son père. Finalement, le directeur n'eut pas d'autre choix que de lui proposer de travailler le reste du mois pour gagner le salaire. Ove trouva cet arrangement raisonnable et avertit son école qu'il serait absent les 2 semaines suivantes.
Il n'y retourna jamais. Il travailla 5 ans au chemin de fer, puis le jour arriva où il la vit en montant dans un train. C'était la première fois qu'il riait depuis la mort de son père. Sa vie ne fut plus jamais la même. Les gens affirmaient qu'Ove ne voyait le monde qu'en noir et blanc. Et elle était les couleurs. Toutes les couleurs. Fin du chapitre 5 et fin de la première vidéo sur Ove et qui conclut donc la plus longue vidéo de la chaîne. Et en passant, c'était la 100e. Voilà, la 100e vidéo, c'est la plus longue et c'est le début d'un excellent livre. Donc, je vous dis à vendredi prochain à ce vendredi, le 31, pour les chapitres 6 à 10.